Tu laves ensemble la Elle est tombée sur la table. Elle est tombée sur la table. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je te filme, ma chérie. Tu chantes? Papa, regarde, il est cassé. Maman! Est-ce qu'on chante la chanson de la vache? La vache, la vache, elle fait Non, celle avec As-tu vu la vache? La vache aux œufs bleus. Toujours comme ça. Elle faisait nono avec sa petite queue. Tu terminé par un plumet. Regarde là. Qu'est-ce que tu as cassé? Tu vas vraiment fâcher? Non, je ne suis pas fâché. Qu'est-ce que tu as cassé? Là, en haut. C'est quoi que tu as cassé? Un bâton. Une branche. Une branche, papa. D'accord. Ça va pas? Si, c'est très bien. Maman! As-tu vu la vache? La vache aux yeux bleus. Toujours à la tâche. Elle faisait me. À la coco, à l'araignée, à la vache. À la coco, à l'araignée. À la corrida. Olé! Bravo! Bravo! Bravo, Olivier! Bravo, Très la bien! vache. Bravo! L'autisme, c'est un fonctionnement particulier du cerveau. C'est un fonctionnement qui est là dès la naissance et le cerveau se développe de manière particulière et ça a des conséquences sur la manière dont les personnes traitent les informations, et les informations qui viennent de l'environnement essentiellement, mais aussi la manière dont elles vivent ces informations. Et cette manière de traiter, qui est une manière particulière, a des conséquences, parfois souvent positives, mais aussi négatives. Et ces conséquences ont des implications dans le quotidien. Alors, l'exemple le plus connu, c'est de dire ce sont des personnes qui ont des particularités au niveau de la manière dont elles interagissent avec les autres, mais ça n'est pas aussi simple que ça. Ça a plein d'autres conséquences sur la manière dont elles comprennent, dont elles vivent leurs émotions, la manière dont elles comprennent les émotions des autres, la manière aussi dont elles sont plus ou moins envahies par les stimuli sensoriels, les bruits, les images, les couleurs, les odeurs, la manière dont aussi elles sont plus ou moins surchargées à certains moments par trop d'informations, ou la manière dont, de manière très pointue, parfois elles arrivent à traiter des éléments particuliers, des talents qu'elles peuvent développer. L'autisme, c'est ça, et ça se présente très très différemment d'une personne à l'autre, même si on retrouve des choses qui sont communes entre elles.
qu'Olivier est pour moi un cadeau de tout ce qui m'a fait traverser, aussi bien dans le bon que dans le mauvais, des enseignements, des leçons de vie, une force quelque part. Mais quand il était petit, donc jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à l'entrée en maternelle, moi j'avais aucun signe qui me permettait de dire qu'Olivier avait un souci. Déjà, je crois le fait que ce soit un aîné, j'avais pas non plus de repère par rapport à un autre enfant. C'était mon premier, donc il est juste, on n'est pas très objectif quand on est parents, mais voilà, il y a pas de souci. En tout cas, à moi, à mon niveau, rien qui m'alarmait. C'est plus alors à la rentrée en maternelle que là, les institutrices me signalaient qu'Olivier ne rentrait pas dans des apprentissages, on va dire, feuilles. Hein, quand on demande à un enfant, est-ce que tu peux colorier, je ne sais pas moi, 2 ronds rouges, un triangle bleu, etc. Olivier, il se mettait en retrait, ne comprenait pas ce qu'on voulait lui dire. Il n'y avait jamais possibilité de le faire travailler sur un bureau avec donc un exercice feuille. Et les institutrices donc, me mettaient plutôt sur la piste de la surdité. On nous a dit en fait que Simon a eu en fait ce qu'on appelle un autisme régressif, c'est-à-dire qu'au départ c'était un bébé comme n'importe lequel. Comme on avait déjà eu un enfant avant, ben voilà, on n'a pas vu de problème. Et les premiers problèmes sont arrivés quand il a commencé à aller à l'école. Et là, il a commencé à ne plus nous regarder. Le peu de mots qu'il disait, il n'en disait plus. Et puis c'est le comportement à l'école qui a posé problème de plus en plus. Et donc c'est l'institutrice qui a détecté qu'il y avait un problème. Et donc il nous a dit qu'il fallait absolument consulter un psychologue, un psychiatre. Ce que nous avons fait, pas toujours avec succès, parce que l'attitude de certains psychiatres que nous avons consultés nous a fort étonnés. Et ça n'a pas donné de bons résultats dans un premier temps. Au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des centres de référence. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas du tout, donc ça a été vraiment la galère. L'autisme est l'un des handicaps les plus excluants. Par rapport à d'autres handicaps, je sais que c'est un peu vilain de comparer les handicaps entre eux, mais par rapport à d'autres handicaps, l'autisme est l'un de ceux qui vous exclut le plus. Mais en vérité, ce n'est pas tellement l'autisme en tant que tel qui vous exclut, c'est plutôt la méconnaissance, l'ignorance, la non-compréhension. Nous sommes en matière d'autisme un peu dans la même situation que, par exemple, par rapport aux personnes malentendantes ou sourdes il y a un siècle, un siècle et demi, je ne sais pas, dans ce zoo-là. Il y a un certain nombre de décennies de boulot des ASBL spécialisés qui se sont déployés dans le secteur, par exemple, des sourds, des personnes malentendantes qu'on n'a pas eu en matière d'autisme. En matière d'autisme, la focale est très souvent, peut-être trop souvent axée sur le cas des enfants, pour qu'ils aillent à l'école, ce qui est une chose excellente. Mais néanmoins, un enfant devient adulte et ça se passe assez vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est ça la grande question. Toi, t'as quel âge 26 ans. T'es né quand encore? Le 31 août. Ouais. Ah oui, comme mon papa, c'est vrai. Il est né le 31 août aussi, lui. Et j'ai aussi un grand cousin qui est né le 31 août d'ailleurs. Il y a 3 personnes que je connais qui sont nées le 31 août alors. C'est une ASBL qui est née en 2020, milieu 2020, et qui a pour objet social d'ouvrir un restaurant inclusif, donc qui met au travail des personnes autistes et des personnes trisomiques, donc dans le cadre d'un restaurant ouvert à tout public. L'idée, c'est de faire se rencontrer les gens, donc de briser les murs, cette espèce de ghettoisation qui fait qu'on met les gens dans des cases. Et si les gens se rencontrent, on fait tomber toute une série de peurs. Quand la rencontre peut se passer dans des conditions adéquates, sécurisantes, pour tout un chacun. Il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré un madame de Santis, qui sont les fondateurs de Gré de Vie.
Donc ils souhaitaient, eux, dans leur parcours de vie, aider des personnes porteuses de handicap, avec comme outil la boulangerie. Comme ça, en serrant un peu, et vous allez faire 2 points. Allez, et vous me les mettrez ici. Ok. Je mets ici. Oui. On s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de capacités. On voulait qu'eux s'intègrent dans une boulangerie réelle, dans une boulangerie comme les autres, pour les mettre en situation réelle, parce qu'ils ont des capacités. Évidemment, le temps de réaliser les choses n'est pas le même. Le temps de compréhension n'est pas le même. La dextérité dans les doigts, ce n'est pas toujours la même chose non plus. Mais quand on peut composer avec toutes ces données, on arrive quand même à avoir quelqu'un qui peut, de la farine, de l'eau, de la levure, arriver à avoir un pain tout à fait convenable que le client est content d'acheter parce qu'en plus il le trouve bon. Et un bambin et un petit salade. Ça tout 4 €. Donc Grain de Vie, c'est une boulangerie où il travaille actuellement. À cause des problèmes de la pandémie, il ne travaille qu'1 jour par semaine. En temps normal, il y travaille 3 jours. 3 jours, oui. Voilà. Et ça s'y passe très très bien. Il est très heureux. L'éducatrice a changé, mais ça se passe très bien. Et il est très fier de ce qu'il fait. Pendant tout un temps, on a dû manger des sandwichs au thon qu'il fait là-bas, parce qu'ils font aussi des sandwichs. Il y a une école pas loin, ils vendent. Et il y est vraiment bien. Et en plus, il a le sentiment d'être utile. Il ramène régulièrement des meringues, des sandwichs à des gens qu'il aime bien dans le village. Et donc c'est très valorisant pour lui, et je pense pour tout le monde, d'avoir un travail, d'être avec d'autres, d'être utile à la société. Et il y est très bien. Voilà. Et Olivier m'avait toujours dit, il me disait régulièrement qu'il voulait travailler dans un restaurant. Mais je n'avais jamais relevé le mot parce que moi, dans ma tête, travailler dans un restaurant, je me dis on va l'exploiter, on va le mettre à la plonge, il ne sera jamais assez rapide. Donc, je n'osais pas trop aller dans son sens pourtant là. Et je me dis un restaurant inclusif, mais ça, merci la vie, c'est super. Et donc, l'élan, je suis allée le lendemain, dès que j'ai eu l'info, je suis allée le lendemain sur place. J'ai rencontré Marie-Lou, le contact, aussi bien avec Olivier, avec moi, avec tout le monde, s'est très bien passé. Et donc, il a pu commencer à travailler le dimanche, avant que les restos ne ferment, donc le dimanche, avec d'autres jeunes. Tu vois, pour rendre plus facile, ne pas te couper les doigts. Ouais, c'est justement ça, parce que Fondamentalement, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une manière de traiter les informations. Ça n'est pas nécessairement un handicap. Cette manière de traiter l'information peut être un avantage dans certaines circonstances, mais c'est possiblement un handicap, et ça l'est d'autant plus si on n'adapte pas l'environnement, le contexte de travail pour permettre aux personnes de donner la pleine mesure de leurs compétences et de leurs ressources. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez l'avion à Zaventem, qui fait le screening de vos bagages? Ce sont des autistes. Alors, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne sont pas physiquement présents dans la salle où défile la foule avec les je ne sais combien de bagages, mais les images sont renvoyées dans une salle à part qui a été conçue pour ce profil de gens, et donc les personnes vérifient les images issues des scanners de vos bagages. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des autistes là? Ce n'est pas par charité. C'est que tout simplement, on a fait et refait 1001 fois des tests et on s'est rendu compte que les collaborateurs autistes étaient beaucoup plus performants pour trouver des objets tels qu'un revolver démonté. Ce que l'on observe, c'est que les gens autistes peuvent travailler à peu près partout. Et je me permettrai d'être encore plus provocateur, quasiment toutes les personnes autistes peuvent le faire. Et y compris et surtout, et je me permettrai de souligner 3 fois, y compris et surtout les personnes autistes les plus exclues.
Simplement, il faut connaître la personne, il faut connaître ses particularités, il faut connaître les outils qui ont été développés. On n'est plus en l'an 1500, il existe des outils pour permettre, par exemple, de structurer le temps, de structurer l'espace, de structurer les tâches de la journée, et puis tout simplement de permettre à telle ou telle personne, eh bien, non seulement de réussir sur le plan professionnel, mais aussi et surtout de s'épanouir sur le plan personnel. Sur du long terme, l'idée, c'était de démarrer avec la zone de confort dans laquelle je suis, et puis après, petit à petit, d'aller sur des zones qui sont plus fragilisantes pour moi, où je me sens moins à l'aise pour faire des apprentissages. Mais voilà, ça, c'était le déroulé classique. Après, c'était de s'adapter à chaque personne. Il y a des personnes qui savent lire, d'autres qui ne savent pas lire. Donc, on avait des pictogrammes, on avait conçu une carte spécifique pour les personnes qui savaient lire ou celles qui ne savaient pas lire. On avait conçu avec la logopède de l'équipe Manon des outils pour se repérer dans le service, avec de nouveau des pictos. De telle heure à telle heure, je suis à la vaisselle et puis je passe en salle. Donc on avait essayé d'adapter tous les outils qui pouvaient nous servir au sein du restaurant en fonction des particularités de chacun. Je dirais qu'avec chacun, nous devons trouver une certaine créativité. Il y a une question de temps pour certains, il y a une question de force pour d'autres, il y a une question d'acceptation de l'autre aussi. Mais le fait que nous travaillons en équipe, et la boulangerie exige quelque part qu'on puisse travailler en équipe, quand quelqu'un va peser le pain, mais c'est un autre qui va le rouler, c'est un autre qui va le cuire et c'est un autre qui va le vendre. Mais pour que celui qui vende un bon pain, il faut que celui qui ait pesé le pain l'ait pesé juste, il faut que les ingrédients soient pesés juste, il faut que la cuisson soit bonne. Donc toutes ces choses-là, ce travail d'équipe permet d'avoir un résultat. Donc ils sont utiles les uns aux autres. Ça, on essaye de le mettre en valeur chez eux. Tu es utile à l'autre, surtout chez la personne autiste. L'idée, c'est vraiment pas de dire, voilà, tu dois faire 8 heures. Non, non. Si on sent que 4 heures, c'est le maximum, ça sera 4 heures. On va aménager la plage horaire en fonction de ça. Elle viendra de midi à 16 ou de 11 à 15, par exemple. Il y a des personnes qui peuvent vivre une plus longue période en temps, mais qui, par exemple, auront besoin d'un travail qui est moins impliquant au niveau du stress. Dans le parcours de vie des personnes autistes, en tout cas d'un certain nombre de personnes autistes, il y a des moments clés. Et un moment clé, c'est le passage aux études supérieures, par exemple. Parce que dans le parcours de tout un chacun, on suit une scolarité primaire et on suit une scolarité secondaire de manière assez rectiligne. Voilà, les années se succèdent, on est susceptible de faire des choix, mais grosso modo, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, donc les choses suivent les rails. C'est préprogrammé. Après, le choix des études supérieures, ça c'est plus compliqué. Et puis ça implique plus d'autonomie. La personne autiste en général n'ose même pas concevoir un projet. Voyez, que pour s'imaginer, par exemple, je vais faire, je ne sais quoi, je serai ingénieur. Pour ça, il faut qu'on ait des ingénieurs, avoir un certain nombre d'affinités, se dire que moi aussi, quoi, ça me plairait. Voyez, bon, j'ai pris cet exemple, mais je peux prendre n'importe quel autre exemple. Parce que quand vous êtes une personne isolée, quand les gens vous snobent, quand on ne vous permet pas vraiment ou pas tout à fait d'aller à l'école, eh bien cette construction d'une image mentale, cette conviction que oui, je pourrais y arriver, ça ne se fait pas dans beaucoup de cas. Hein. Mais là où les choses se compliquent encore, c'est au moment d'orienter la carrière, de rentrer dans le monde du travail. Pour différentes raisons, il faut choisir, il faut prendre des initiatives, il faut chercher un emploi, il faut aussi
postuler, répondre à un entretien de recrutement, toute une série de choses pour lesquelles les personnes autistes ont plus de difficultés. Quand ils arrivent dans notre service, s'ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit une formation ou un travail, on va les accompagner pour refaire leur CV, leur lettre de motivation, mais aussi pour s'orienter sur le marché du travail, puisqu'on essaye de cibler vraiment des employeurs qui ont émis le souhait de plus d'inclusivité dans leurs entreprises, dans leurs équipes. Que ce soit des administrations publiques ou alors aussi des entreprises du secteur privé. Donc là, lors du premier rendez-vous, on fait vraiment le bilan de la situation avec la personne et on essaie de savoir quelle est sa demande. Parce que c'est très important pour nous de vraiment partir de la demande de la personne, parce que tout l'accompagnement est sur mesure, vraiment au rythme du chercheur d'emploi. Donc on peut faire plusieurs choses pour l'accompagner, que ce soit les démarches pour les reconnaissances administratives, au phare, au SPF, et puis après tout ce qui est CV, lettres de motivation, et après on espère trouver un stage ou un contrat adapté à son profil. Après, ce qui reste très très difficile, c'est qu'il y a vraiment très peu d'offres, que ce soit pour des stages ou pour des contrats adaptés. Très peu d'employeurs en fait acceptent de laisser une place vraiment pour ces personnes-là, parce que c'est vrai que ça demande du temps, ça demande de l'aménagement, ça demande de la souplesse, un suivi aussi de longue durée. Donc on manque vraiment d'opportunités à proposer aux personnes qui sont dans les accompagnements chez Actiris. Il faut partir, non pas de je ne sais quel fantasme ou de je ne sais quelle grille statistique, mais il faut partir de ce que la personne souhaite faire, quels sont ses rêves. Et à titre personnel, on pourrait faire un atelier de brainstorming. Ça serait une activité associative géniale de faire une liste de ces métiers auxquels personne ne pense, mais qui plaisent à telle ou telle personne, tu sais, qui lui permettent de vivre. Il y en a plein, mais en fait, il faut juste réfléchir, il faut regarder autour de soi. Par exemple, un métier possible, et j'en connais, c'est par exemple des personnes qui vivent d'un élevage de vers de terre. Et oui, c'est un vrai métier, on en a besoin. Il y a les pêcheurs en ont besoin, les agriculteurs en ont besoin. Et votre ver de terre n'en a rien à faire de votre CV, de votre cravate, de votre façon de parler, de vos diplômes universitaires éventuels. Il n'en a rien à faire, quoi. Hein. Voilà. Ça, c'est un vrai métier. Hein. Un autre job, planteur de vanille. J'en ai connu. Hein. Bon, peut-être dans un autre climat, mais c'est pour donner un exemple. Hein. Ouais. Élevage de chiens, quoi. Hein. Ça, c'est aussi un autre exemple. J'en ai connu quelques-uns qui vivaient dans un élevage de chiens. Et il y a plein de jobs qu'on peut faire et qui peuvent cadrer avec les envies, les projets d'une personne autiste. Donc avec les années d'expérience qu'on a, les rencontres qu'on a, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 2-3 problématiques récurrentes concernant l'autisme et l'emploi. Il existe des ateliers protégés, il existe des ateliers emploi, mais malheureusement pas assez par rapport à la demande. Donc ça reste toujours de l'ordre de l'exception. Comment faire pour qu'elles puissent réussir tout en développant leurs compétences qui sont hors normes et en trouvant le moyen de s'apporter les unes les autres du soutien et de trouver à l'extérieur l'aide. Un peu le principe de la permaculture, je dirais la permaculture humaine. C'est-à-dire, ok, plutôt que de vous sortir de là où vous êtes et de vous faire rentrer dans un moule préétabli, pourquoi ne pas partir de vos forces, voir qu'est-ce qui vous manque pour réussir votre projet, vous aider à créer un projet qui a de la cohérence et du sens et amener les personnes compétentes autour de votre projet pour créer vraiment une situation de réussite. Les personnes autistes, par leurs compétences, même si elles ont des déficiences mentales, ont des capacités à faire et même du plaisir à faire certains gestes et autres.
Et alors Simon, comme beaucoup de personnes autistes aussi, est très méticuleux. Donc vous lui demandez de faire quelque chose, il va le faire vraiment de façon très méticuleuse. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être exploitées dans le travail. Qu'il puisse aller à un endroit où un travail répétitif serait rémunéré, moi je pense que oui. Parce que comme son papa disait tout à l'heure, on le voit évoluer tout le temps. Et ici, à la ferme Équilibre, il est tout à fait bien. Imaginons qu'il a travaillé dans une ferme où il sera rémunéré. Pourquoi pas? Donc ça pourrait très bien se passer. Ben, le poulet curry, j'aime bien. Poulet curry, tu aimes bien? Oui. Allez, parfait. Tu vois, tu le prends, et c'est pour mettre là-dedans. Ah, ok, d'accord. Ouais, pardon. Non, j'avais pas compris. Non, les étudiants, Ils vont pas être contents. Ah non, ça va être un peu salé, je pense. Ouais, je crois qu'ils vont cracher et quoi. Tu mélanges bien, ça va. D'accord. Olivier adore les desserts. Donc, je préfère faire des desserts classiques. J'aurais le stress en fait de la non-compréhension de sa part de toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans un entretien d'embauche, où il aurait tendance à dire sans doute tout et pas vraiment... Enfin voilà, il y aurait sans doute des maladresses. Ça dépend aussi de la personne qu'il a en face de lui, qui est à l'écoute aussi et qui peut faire fi peut-être de maladresses verbales ou autres. Des personnes, il faut que ce soit des personnes ouvertes aussi à des aménagements à créer, je veux dire que ce soit en termes de son ou de trop de lumière ou des adaptations comme ça. J'ai du mal à dire. Nous intervenons dans tout ce qui est aménagement du poste de travail et de l'organisation du travail. Donc là, le but va être vraiment de tenir compte des difficultés du travailleur qui vont poser un souci par rapport à son autonomie à 100% dans le travail. Et donc nous allons venir sur place étudier, analyser le poste de travail physique, mais également l'organisation du travail qui est mise en place pour soutenir la démarche et mettre en place certains outils ou certaines mesures nécessaires qui vont permettre aux travailleurs d'être le plus autonome possible et de travailler dans un confort optimal. Donc nous pourrions par exemple mettre en place certaines fiches techniques pour la réalisation de certaines tâches très spécifiques si la personne ne voit pas comment réaliser ces tâches-là. Ça peut être des aides-mémoires, ça peut être l'accompagnement par des services très spécifiques extérieurs qui vont venir faire un suivi très régulier de la personne en entreprise, toujours dans le but de maintenir la personne au travail dans les meilleures conditions et de faire un peu le lien entre l'équipe, l'employeur et le travailleur qui ne sait pas toujours exprimer ses difficultés au travail et avoir ainsi ce lien et cette collaboration qui permet de comprendre les uns et les autres dans leurs difficultés au quotidien. Une personne autiste qui se déclare telle qu'elle pourrait bénéficier d'un accompagnement ou particulier au moment où elle va postuler un poste où alors le recruteur ou l'employeur, le futur employeur, mais adapte son regard, adapte son entretien à la demande de la personne. Ça existe. Hein, il y a des services qui se proposent de le faire. En Belgique et en Belgique francophone, ça mériterait d'être davantage développé, certainement. Moi, j'accompagne en entretien d'embauche. J'ai les contacts parfois, souvent même, déjà avec les employeurs avant, parce que souvent les candidats, quand ils ont un employeur en ligne ou qui postulent et que l'employeur les rappelle, ils donnent mon numéro ou le numéro de l'agent d'intégration professionnelle au niveau de la VIC et ils disent vous pouvez contacter les personnes pour avoir des renseignements parce que souvent ils paniquent. Et alors souvent on a les employeurs au bout du fil et on peut déjà un peu expliquer voilà, qui on est, dans quel cadre on intervient et qu'on est disponible pour accompagner aux entretiens. Et souvent ils le demandent qu'on soit présent. C'est un aspect rassurant pour eux aussi de savoir
qu'il y aura quelqu'un pour prendre le relais et pour les rassurer. Et une fois l'entretien, on est là justement pour aider la personne à mettre en avant ses compétences, pour que ça ne se focalise pas justement sur les difficultés qu'il pourrait y avoir ou pas, mais que ça peut faire peur, et donc démystifier un peu le handicap et voir ce que nous, on peut amener en soutien de la personne, rassurer l'employeur s'il a des craintes et veiller à ce qu'on mette en avant les compétences de la personne plutôt que les hypothétiques difficultés ou aménagements qui pourraient y avoir lieu de mettre en place. On sait très bien que les personnes autistes ont des problèmes avec les interactions sociales et les codes sociaux. Et donc, c'est à ce moment-là que se posent les plus grands problèmes. Donc, on ne les juge pas pour leurs compétences, on les juge pour leur incompétence à rentrer en interaction sociale ou en communication adaptée à la société, ce qui est bien dommage. L'accompagnement de la vie, je veux dire, peut aller jusqu'à la pension du travailleur. Donc, on va vraiment l'accompagner dans tout son parcours, dans tout son processus d'insertion professionnelle, tant au niveau de l'embauche par rapport à certaines aides financières pour soutenir l'intégration et la mise en place de parrainage via certaines primes, comme la prime au tutorat que nous accordons aux entreprises. Le but va être de déterminer un parrain dans l'entreprise qui va vraiment écoler, accompagner le travailleur au quotidien. Ce qui permet aussi de renforcer déjà la cohésion entre l'équipe et le travailleur et d'avoir ce lien qui est déjà fait dès le départ. Ensuite, toutes les analyses du poste de travail et de l'organisation du travail que nous allons mettre en place vont être renouvelées tous les 5 ans, pour faire bref, afin de revoir le travailleur, l'équipe, et de refaire le point comme ça tous les 5 ans, jusqu'à la pension du travailleur, en tout cas, tant qu'il y a un besoin d'aménagement spécifique. L'accompagnement est très faible, on ne va pas se leurrer par rapport aux besoins théoriques. L'offre concrète est très faible. Donc c'est cette petite poignée de privilégiés qui peut avoir droit à un certain nombre de volumes horaires d'accompagnement. On a un autre, j'allais dire, point de blocage, c'est tout simplement d'identifier les adultes autistes. En Belgique, il y a autant d'autistes, sinon un peu plus que de germanophones. Ça, c'est la théorie. Mais ensuite, aller les trouver. La question du pourcentage de personnes autistes, du nombre de personnes autistes, c'est une question qui ouvre plein de débats jusqu'à présent, qui n'a pas de réponse, qui n'obtient pas de réponse définitive. La fourchette actuelle, elle est entre 0,6% de la population à plus ou moins 1,8%. Pourquoi ces chiffres ne sont pas clairs? Parce que les critères de diagnostic, à la fois ils sont établis et en même temps ils sont assez flous. Et puis il y a beaucoup de discussions autour d'une tendance à surdiagnostiquer, et puis certains vont dire on est plutôt dans un sous-diagnostic. Mais le chiffre reste très important. Si 1% de la population, c'est beaucoup finalement, et donc ça mérite d'avoir plus d'attention qu'aujourd'hui on en porte sur la problématique du trouble du spectre de l'autisme. Combien de personnes parmi les personnes autistes ont un emploi? Mais personne ne sait le dire, puisque personne n'est d'accord avec le pourcentage. Maintenant, les études montrent que à peu près 20% de ces personnes ont un emploi stable. Mais peut-être qu'il y en a plus, parce que sans doute il y a un certain nombre de personnes qui présentent de l'autisme, qui ne sont pas diagnostiquées et qui ne se feront jamais diagnostiquer parce qu'elles n'en éprouvent ni le besoin ni la nécessité, que précisément elles ont un emploi stable, elles ont une vie qui leur convient, elles ont un contexte familial et professionnel qui leur convient. Elle était coincée, parce que Sans entrer dans les détails et goulash de ma petite vie personnelle, la plupart des adultes autistes que j'accompagne et que je connais comme autistes ont un diagnostic autre.
voyez. Rien que cet élément-là peut nous donner la puce à l'oreille. Et déjà autistes, ça se voit à 500 mètres qu'ils le sont, quoi. Hein. C'est comme, si j'ose dire, identifier un Chinois. Vraiment, c'est une façon de parler, évidemment. Hein. Donc, comment se fait-il qu'on soit totalement passé à côté, par exemple, des diagnostics à l'âge adulte, et tout simplement par rapport à ces vies qui se bâtissent ou qui pourraient se bâtir, mais on n'a rien fait pour cela. L'autisme, ça soulève plein de représentations. Et on a d'un côté des représentations très, de personnes autistes dans des situations de vie très compliquées, avec peu de compétences à communiquer ou une énorme anxiété. Et puis on a des représentations aussi avec des personnes qui ont développé énormément de compétences, qui sont parfois surdouées. Et ça, c'est des représentations qui circulent très fort, notamment dans les médias. Si vous regardez un peu les séries télévisées, par exemple, vous pouvez avoir quelque part, d'un côté Good Doctor, qui est ce médecin surdoué, et puis vous pouvez avoir des films très proches de la réalité, dans la réalité comme hors norme, et on parle pour chacune de ces personnes de troubles du spectre de l'autisme. Donc ça, c'est des représentations. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de personnes, et des personnes qui ne présentent pas de déficience intellectuelle, développent ce qu'on appelle des stratégies de camouflage. Et donc finalement, ce sont des personnes qui ne paraissent pas autistes et qui ne correspondent pas alors à la représentation générale qu'on s'en fait. Pendant des années, j'ai pas accepté mon autisme. Donc je suis autiste Asperger et j'ai été diagnostiqué aux alentours de mes 20 ans. Et petit, on m'avait dit que j'étais au potentiel et j'avais clairement des facilités. Donc au début de ma carrière, j'ai toujours préféré me raccrocher à l'aspect haut potentiel plutôt que d'admettre que j'étais sur le spectre autistique. Plus loin que je m'en souvienne, parce que j'étais beaucoup dans l'observation. J'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait de moi ou les relations, quelles qu'elles soient, que ce soit amoureuses ou amicales. Et donc, pour apprendre et comprendre, je lisais beaucoup. Et je calquais ce que je lisais pour mettre ça dans la vie réelle, en fait. C'était pas naturel du tout, c'était des répétitions pour comprendre. Donc, il fallait que je me sente vraiment en confiance pour être moi-même. Et on parlait surtout que j'étais quelqu'un de timide et introverti. Certaines personnes vivent les choses bien parce qu'elles ont réussi à développer des ressources pour avoir un emploi, pour avoir une vie de famille entre guillemets normale ou une vie satisfaisante. Mais d'autres, dans leur parcours de vie, à un moment donné, rencontrent des difficultés. Et donc ce camouflage se désagrège. Et donc, elle passe d'un autisme entre guillemets invisible à un autisme qui devient très envahissant, plus envahissant pour elle. Ça a vraiment été de moins en moins bien quand j'ai changé de travail et que j'ai dû commencer à travailler en équipe, où là ça a été compliqué pour moi parce que je faisais des boulettes énormes de compréhension et puis de choses à ne pas dire, de choses à ne pas faire, parce que ça se fait pas, ça se dit pas. Tout me paraissait incompréhensible. Le monde qui m'entourait, la manière dont les gens me parlaient, ce que les gens disaient, même des banalités, je comprenais plus rien. Et ça a créé des peurs et des angoisses, ça a été de plus en plus fort, jusqu'au moment où c'est devenu presque invivable en fait. À l'endroit où je travaillais à ce moment-là, dans le service, j'étais à un endroit trop bruyant pour moi. Et chaque midi, je mangeais très vite un petit truc et le plus possible, je me mettais dans une pièce dans le noir, juste pour faire taire tous les acouphènes que j'avais.
Et un jour, j'ai appelé mon chef en disant c'est plus possible, je ne peux plus travailler comme ça, ou on ne me parle pas, ou on me crie dessus, ou tout ce que je fais, ça ne va pas. Je suis dans une ambiance hyper lourde et je n'y arrive plus, quoi. Je ne parviens plus à ça. Je rappelle quand même que j'ai un aménagement de poste et que je me retrouve dans une situation où rien n'est respecté. Et au final, elle m'a dit, moi, je connais, j'ai un neveu qui est autiste Asperger, je connais. Mais de toute façon, il faut quand même que tu comprennes bien que tu ne peux pas toujours te cacher derrière ça. Et si tu n'es pas capable de travailler avec nous, cherche un autre job. Donc ça a été d'une violence sans nom, parce que j'essaye d'expliquer que j'ai beaucoup de difficultés à travailler. Et au final, voilà, j'ai dû me taire et continuer de travailler dans des circonstances où cette nana a continué de me mettre la pression, de me faire passer pour une moins que rien. Elle a été jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où on m'a quand même proposé de partir. On me demande de me fondre dans un moule qui n'est pas spécialement le mien. Avant le Covid, je devais aller à Bruxelles tous les jours. Il n'y a aucune justification. Donc, pour aller travailler à Bruxelles, je dois me déplacer d'ici jusqu'à la gare, prendre le train jusqu'à Bruxelles, train qui est souvent bondé, avec du bruit. Donc, je passe mon temps avec mon casque anti-bruit dans les transports en commun. Puis j'arrive là-bas, je dois encore marcher un quart d'heure afin d'aller dans un open space bruyant, agressif. Je m'y retrouve absolument pas. Et quand il faut revenir après la journée de travail où on est épuisé à cause du bruit, soit il y a des retards de train, soit le train est annulé, soit il est bondé, soit par chance tout va bien. Donc je me suis dit, je ne veux plus vivre ça, je vais créer ma société. Il y a des soirs où je rentre, je m'occupe, j'ai des enfants, donc je m'en occupe. Et quand ils sont couchés, je suis effondrée, en fait. Effondrée, épuisée, c'est vraiment épuisé, c'est exsangue, en fait. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, puisque je suis dans un bureau et c'est très calme. Mais avec l'autre service, c'était assez bruyant dans le bureau pour moi. Et donc, je passais des soirées à avoir des acouphènes. Ou être réveillée la nuit par des acouphènes. Donc, et ça, c'était lié à tout ce qu'il y avait autour, tout le bruit. Pour l'instant, je me sens vraiment super bien, mais voilà, pour l'instant, on est en période de pandémie. Pour l'instant, tout le monde doit travailler à domicile. Donc, ce qui était impensable il y a quelques années, maintenant, c'est devenu la réalité pour une grosse partie de la population. Et moi, ça me convient très bien. Je ne suis plus forcé à avoir des interactions sociales non désirées. Je peux organiser mon temps de travail presque comme je le veux. Je n'ai plus de transport. Mon seul regret, c'est que voilà, j'ai une nouvelle voiture depuis quelques mois et je ne l'utilise pas, mais bon. J'ai intégré un autre poste où là, je suis dans un bureau avec une seule collègue qui est très calme, qui ne fait pas de bruit, qui est très respectueuse. Et je revis. Je revis parce que mes problèmes, on va dire, entre guillemets, invisibles, sont respectés. On aménage avec chaque personne et on avait aussi dans un second temps l'idée d'aménager une petite pièce au sein du restaurant qui serait un endroit de repli, une espèce de snoozelen comme ça se fait dans certaines institutions où il serait au calme et il pourrait se déposer si la tension monte trop fort. Bon, je pense qu'il y a certains moments, il y a vraiment besoin d'apaiser. Et dans un restaurant, tout bouge tout le temps. Hein. Donc, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a du bruit, il y a certaines agitations. Et donc, à certains moments, il y a besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Donc, on imaginait une petite pièce très cocon pour se déposer et reprendre son souffle. Et c'est plus une question, je dirais, de compétences humaines de la part des collaborateurs
non autistes qu'autre chose, quoi, hein. C'est pas forcément, il n'est pas question forcément de dépenser des milliers et des cents pour construire des palais, quoi. C'est pas ça l'idée, quoi, hein. Mais avec un peu de, je dirais, de finesse humaine, un peu de connaissance de la différence, on peut y arriver, hein. Et donc l'investissement que, par exemple, une entreprise consacre à créer une ambiance porteuse, hein, par rapport à des profils autistiques, cet investissement vaudra pour beaucoup d'autres personnes par la suite. Un tel environnement sera plus favorable aussi à toutes sortes d'autres personnes, hein. Et puis de façon générale, pour être extrêmement cynique, maintenir des gens à l'écart de la société, ça coûte horriblement cher, quoi, hein. Et on ne peut pas se permettre de maintenir à l'écart une portion relativement conséquente de la population, ne fût-ce qu'en des termes financiers, on ne peut pas continuer comme ça. Mais quelqu'un comme Joseph Chovanec insiste très fort sur l'importance accordée aux personnes Asperger dans la Silicon Valley, où on insiste sur la capacité des informaticiens Asperger à appréhender les choses de manière particulière, au point que certains candidats se déclarent autistes pour pouvoir accéder à certains emplois, donc trichent sur le fait d'être autiste ou pas. Donc, ça, c'est intéressant parce que on insiste alors sur une certaine représentation de l'autisme dans son caractère innovant, dans son caractère positif. Après, il y a d'autres initiatives peut-être plus pragmatiques, peut-être plus ouvertes à tout un chacun. Aux Pays-Bas, il y a une entreprise une espèce de boîte intérim qui n'engage que des personnes qui présentent de l'autisme et dont la mission est vraiment d'orienter, de trouver un boulot à ces personnes avec des profils particuliers comme n'importe quelle boîte intérimaire. Alors c'est vrai, hein, aussi en Belgique, hein, je ne vais pas citer des noms, mais il y a certaines sociétés d'intérim qui le font, mais de manière parfois pas suffisamment pointue, pertinente, ouverte. Maintenant, les plus belles initiatives, elles ne doivent pas uniquement concerner l'emploi, elles doivent concerner peut-être de manière beaucoup plus transversale ce qu'on considère comme étant une société inclusive. L'intégration, c'est... il y a le monde, je mets des guillemets, des normaux, qui acceptent de laisser une place aux personnes, je mets d'autres guillemets, différentes. L'inclusion, c'est pas ça. L'inclusion, c'est considérer la société, considérer la scolarité, mais aussi l'emploi, de telle sorte que tout un chacun ait sa place, quelles que soient ses particularités de fonctionnement. Et donc, c'est très fort insister sur la singularité, les particularités de tout un chacun. Et ça... il y a effectivement des sociétés qui sont davantage inclusives que d'autres. Et en Europe, les pays du Nord le sont davantage. Et c'est peut-être pas par hasard que ce sont aussi ces pays où la qualité de vie est considérée comme la meilleure, où l'enseignement est considéré comme le plus performant. Et en fait, Olivier, le fait de gagner sa vie, en termes de gagner de l'argent, ça n'a aucune signification en fait pour lui. Par contre, il sait montrer ses motivations et son envie à travailler. Donc là, il est très attachant et on a envie de lui faire confiance. C'est surmontable et c'est, comment dire, c'est la même chose que dans plein d'autres secteurs qui peuvent s'ouvrir à la différence. Je veux dire, c'était qui? C'était Einstein qui disait par rapport à l'école que si on apprend à un poisson à grimper sur un arbre, franchement,
il va se prendre pour un idiot. C'est la même chose en termes d'aménagement de temps de travail ou de tâches, etc. Elles ont des compétences qui doivent être encadrées par des outils, des aménagements, etc. Mais en quoi est-ce que c'est un problème? Enfin, je veux dire, personne n'est absolument parfait. Je veux dire, moi, j'ai mes failles. Une entreprise classique a des employés avec des failles aussi. C'est juste que ces failles se voient peut-être moins. Elles sont plus invisibles. Mes passions, à moi, c'est de travailler dans un restaurant là où j'ai été filmé par Thomas, enfin où je me suis pris en photo avec Marie-Lou. J'aime bien faire des petits plats et tout ça. On a déjà fait des croque-monsieur, des pâtes, des frites, du poisson et tout ça, les raclettes, toutes sortes de trucs. Moi, ce que je comptais faire, moi j'avais compté travailler dans un restaurant chinois, ce serait pas mal ça comme endroit. Parce que j'aime bien la nourriture chinoise, elle est très bonne. C'est quand même un défi dans le sens où c'est pas classique, voilà, et qu'il faut faire preuve de patience, d'encouragement, mais que toute personne peut y arriver si on lui donne les outils, le contexte autour pour ne pas la mettre en difficulté. Donc ça nécessite des aménagements, c'est évident. Mais c'est possible. C'est possible différemment. Il faut vraiment bien mesurer, il faut s'appuyer sur toutes les forces de la personne et entendre ses fragilités pour pouvoir travailler avec elle. Je travaille au Grain de Vie, une boulangerie quand j'ai fait essayer taper, pour essayer de rouler comme ça, taper. On a fait le pain, continué à travailler et on était s'occuper de la vaisselle. Tout ça, mon travail que j'ai fait tout seul. Et ensuite, on a été occupé de travailler le potager. On s'est occupé de la salade pour tirer les mauvaises herbes, on ramassait les crottes. Et ensuite, pour cacahuètes et coquilles et kermés, on l'a remis juste à côté dans une petite prairie. On s'occupait des animaux. On était voir le cheval pour voir Tarzan, pour les faire un tour. Et on discute pour parler seul avec Tarzan et moi. Et comme le film, le Docteur Dolittle qui parle aux animaux. Et quand je travaille, occuper une ferme équilibre avec Ambre. Désolée. Il faudra qu'on le remplisse encore, je pense. Ouais. Il faudra qu'on aille chercher un peu plus. Je pense que la société devrait s'ouvrir beaucoup plus, avoir beaucoup plus confiance dans la personne porteuse de handicap si elle regarde d'abord la personne avant de regarder son handicap. Et je crois qu'on fait tous une erreur. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas trop bien ou qui n'est pas comme nous, on dira « mais qu'est-ce qu'il a ?» Non, il est comme toi. Il a plein de choses comme toi. C'est ça que tu dois regarder. On s'aveugle vite de tout ce qui ne va pas et ça camoufle tout ce qui est merveilleux et tout ce qui va bien. Il y a des choses formidables. La société dans laquelle on vit, c'est chacun d'entre nous qui la créons. Je voudrais rappeler aux gens qui nous regardent que plus de 80% des personnes porteurs d'un handicap, ça n'est pas à la naissance qu'ils l'ont eu. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, quand on prend des décisions pour inclure l'autre, on prend des décisions pour s'inclure soi dans un processus d'une société. Et plutôt que de râler contre le fonctionnement de la société, soyons l'acteur, chacun à son niveau, a la possibilité d'agir, eh bien, ne pas hésiter à le faire. Moi je reste fondamentalement persuadé que l'emploi des personnes autistes ne pourra pas évoluer de manière significative tant qu'on n'aura pas une représentation plus nuancée de ce qu'est l'autisme. Et tant que tout un chacun, mais notoirement les professionnels de la santé,
y compris de la santé mentale, n'auront pas une compréhension et une connaissance plus fine de ce qu'est l'autisme, au-delà de la représentation parfois trop caricaturelle qu'ils en ont ou qu'on en a tout un chacun. Quand je discute avec des jeunes, parfois j'aime à leur parler de Marie Kondo. Voyez la japonaise, qu'on connaît parfois sous le terme méthode Kondo, la papesse du rangement, si j'ose dire. J'aime beaucoup son histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails de ses procédures de rangement pour telle ou telle chemise ou autre, ce n'est pas le sujet. Simplement, on peut retenir ce qu'elle appelle elle-même l'étincelle de joie, cette joie profonde qu'elle ressent lorsqu'elle peut s'adonner à son centre d'intérêt et en voir les résultats. Elle dit très lucidement qu'elle ressent la même chose que ce que ressent son petit frère gamer passionné, j'aimerais voir le petit frère, quand lui, il s'adonne à ses jeux vidéo. Mais au-delà de cette petite anecdote, il y a encore quelque chose de plus profond chez Marie Kondo. C'est que comment est-ce qu'on peut compter faire carrière quand on est jeune? Faire carrière dans la banque peut-être, en politique, dans je ne sais quelle entreprise, sans doute peut-être, mais vous ne ferez pas carrière dans le rangement, quoi. C'est pas envisageable, socialement parlant. Et Marie Kondo, quand elle était plus jeune, oui, elle faisait l'objet d'une forme de, j'allais dire, pour être gentil, questionnement, pour être plus franc, mise à l'écart, parce que son centre d'intérêt n'était pas celui qu'attendaient, par exemple, ses parents ou alors son entourage. Pourtant, elle a suivi son étoile. Il aurait pu dire, bon ben là j'arrête le rangement, nécessité fait loi, je deviens banquière. Elle ne l'a pas fait. Et le résultat, c'est que premièrement et surtout, elle est épanouie, mais deuxièmement, même sur le plan bêtement financier, elle gagne beaucoup plus qu'un patron de banque aujourd'hui. Voyez? Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais c'est fondamentalement une belle histoire pour dire qu'il faut suivre son étoile, même, et j'oserais dire surtout, quand elle ne correspond à rien de ce qui était prévu dans les grilles sociales par rapport au devenir humain. Moi, je dis toujours, il faut tirer ces enfants-là vers le haut. Et ils sont demandeurs. Il faut vraiment les tirer et pas se dire il est autiste, on ne lui demande rien. Je me sens pas vraiment différent des autres personnes, seulement que je me sens beaucoup plus forte qu'elles parce que en fait, quand ce n'est pas la force qui compte, c'est surtout l'intelligence. Parfois, je me sens un petit peu léger, comme une plume, ou bien je me sens un peu persuadé de la façon dont je suis un peu autiste. C'est ça le truc, le problème aussi. Je suis le jeune garçon autiste, je ne veux pas grandir, mais ce n'est pas cacher la vérité un peu dément. Je ne suis pas les jeunes adultes et je ne suis pas comme les autres. Et alors, je ne veux pas devenir adulte, que je veux rester le jeune garçon. Et alors, je suis avec maman pour l'aider à travailler dans le jardin et au train de vie aussi. Ça, c'est pour dire comment vas-tu? How are you? Oui. Mes parents sont géniaux. Pour dire génial, on dit awesome. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je lui crée, je lui ouvre des portes pour qu'il se sente bien. Actuellement, on vit pour mettre tout en place pour que quand on ne sera plus là, tout fonctionne. Cette maison-ci va devenir un logement supervisé. Et Simon, il peut y habiter avec 2 autres personnes. Ce qui est prévu, c'est un atelier de pâtes fraîches, mais en même temps, ça sera un atelier où on va faire différents produits transformés à partir des légumes et des fruits du potager de la Fondation Simon. Des jeunes viendront travailler et également dans l'atelier. Dans la cuisine de l'atelier, on va faire des soupes, des compotes de légumes, des sauces pour accompagner les pâtes et d'autres choses. Et alors ce sera mis en vente dans le petit magasin de l'atelier et en même temps on pourra les porter à domicile quand c'est pas trop loin. Voilà, donc on le pousse à l'autonomie, mais ça sera quand même un logement supervisé. Pour le moment, j'ai un projet aussi pour Olivier,
projet donc de faire des madeleines sur des petits marchés donc de villages. Là, ce serait une activité plus quand il sera en âge d'être indépendant et peut-être salarié indépendant. Pour faire des madeleines traditionnelles, peser 250 g de farine. Voilà. Casser 4 œufs. Petite pincée de sel, comme ceci. Bah voilà, ça c'était des madeleines. Vous voyez? Voilà. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence